Salut à tous, c'est encore Elias à l'appareil. Nous sommes de retour au motopark de Trenčín où aujourd'hui nous nous occupons des KTM. Le premier jour, nous avions à disposition une Husqvarna et une GasGas, dont vous pouvez bien sûr regarder la vidéo ici. Si quelqu'un met une image ici, vous pourrez cliquer dessus. Et aujourd'hui, nous allons parler du KTM, une toute nouvelle gamme de modèles de motocross. Commençons donc par les changements généraux que nous avons vus cette année. Bien sûr, il y a les moteurs 2 temps et 4 temps, mais surtout, la suspension avant a été modifiée. Nous avons un nouvel hydrostop, un nouveau réglage, un tout nouvel amortisseur arrière, une course plus longue même s'il est plus court. C'est donc un grand changement en ce qui concerne la suspension. Comment cela se comporte-t-il pendant la conduite? Vraiment très bien. Je pense qu'elles étaient légèrement un peu trop fermes pour mon style de conduite, même si déjà j'ai pu rouler ici avec beaucoup de plaisir. Malgré les grosses ornières sur la piste, j'ai pu essayer d'accélérer un peu, de garder les gaz. Bien sûr, lors des freinages, les motos se comportaient de manière très stable. Vous êtes sûrement curieux de connaître les différences directes entre KTM et Husqvarna, car beaucoup de gens disent que c'est une Husqvarna. Maintenant, c'est probablement un KTM jaune, blanc et gris. Il y a pas mal de différences, mais nous en parlerons séparément. Aujourd'hui, nous nous concentrons uniquement sur KTM. Donc comme je l'ai dit, il y a une nouvelle suspension ainsi qu'un nouveau cadre qui a été adapté à tous les moteurs. Sur les 4 temps, ils partagent tous le même cadre. Nous avons les mêmes fixations moteurs simplement pour simplifier le processus de production et pour que tout se déroule plus efficacement. Bien sûr, une nouvelle carrosserie. Nous avons enfin obtenu ces fixations sympas. Peut-être que les gars du freestyle pourront aussi s'y accrocher ici. Alors Mikołaj, j'attends que tu essaies et que tu me dises si c'est possible ici. Est-ce que cela suffit pour le freestyle ou faut-il des fixations normales? En continuant bien sûr de nouveaux repose-pieds plus larges, plus longs. Il me semble plus large de 5 mm et plus long de 8. C'est donc une différence importante, mais ils sont aussi plus inclinés, ce qui fait que l'on serre automatiquement la moto plus fort avec les genoux. Et je dois avouer que c'est tout à fait vrai. Après mes récentes lacunes en motocross et de nombreuses heures passées sur des pit bikes, j'ai eu un peu de mal à me rappeler à quel point il faut serrer la moto avec les jambes, mais ça fonctionne vraiment. Tous les 4 temps ont reçu les mêmes radiateurs, ce qui est aussi un point positif. Les raccords inférieurs des radiateurs ont été dirigés vers le haut, ce qui fait que l'année prochaine, lorsqu'ils passeront sur les modèles enduro, ils seront un peu mieux protégés et en cas de chute, ils seront moins exposés. Et pour continuer, toutes les motos ont bien sûr reçu un quick shifter. Je pense que c'était la plus grande nouveauté lorsque cette moto a été annoncée avant même la saison de Supercross, car cela a été dicté par le règlement qui exige qu'il s'agisse d'une moto de production en série pour pouvoir être autorisé à participer. Et aujourd'hui, nous avons eu l'occasion de tester comment cela fonctionne sans relâcher les gaz, que ce soit à haut ou à bas régime. On passe la vitesse supérieure sans embrayage et l'allumage est littéralement coupé pendant quelques centièmes de seconde pour que le rapport puisse passer en douceur. Cela a également entraîné la reconstruction de la boîte de vitesse. Et ici, même Panek a été impliqué dans ce processus, donc je pense que c'est vraiment sympa. Parce que l'entreprise qui jusqu'à présent ne fabriquait que des boîtes de vitesse pour les motos du Dakar et les motos d'usine, s'investit désormais dans toutes les machines de motocross et nous savons tous quelle réputation cela représente. Le système avec les sélecteurs a également été un peu modifié, donc ça fonctionne bien à haut régime. Il me semble que ce n'est pas encore tout à fait parfait parce que les gars disaient avant qu'ils travaillaient sur la durée de la coupure de l'allumage pour que ce ne soit pas trop long car alors la moto s'étouffe, mais pas trop court non plus car cela agit comme un embrayage et peut faire lever un peu l'avant. Donc à haut régime, je ne le sentais pas complètement, mais dans 3/4 des cas, c'était super à utiliser. Maintenant, pour continuer dans l'ordre, le quart de litre monte désormais jusqu'à 14 000 tours par minute. Donc des performances incroyables, beaucoup de changements dans le moteur. Ces changements seront certainement appréciés ici par les mécaniciens.
parce qu'ils ont travaillé sur les couvercles de culasse, surtout pour les plus petites cylindrées, afin qu'on puisse les retirer sans problème. C'est aussi le cas sur la 450. Ils ont légèrement augmenté cette distance pour éviter ce genre de problème. Ils ont aussi amélioré cela, donc ça ne devrait plus fuir. Je pense donc que tous ceux qui ont déjà été confrontés à ce problème apprécieront ces améliorations. En poursuivant, même si le moteur de la 250 ressemble beaucoup à l'ancien, le piston a également été modifié. La course et le diamètre du piston ont été changés, ce qui fait que ce petit moteur fonctionne de manière totalement différente. Franchement, pour moi, c'était l'une des motos les plus sympas de ces essais. Je vais bientôt dire laquelle a gagné, mais vraiment, la 250 fait une impression incroyable. Que ce soit sur la cartographie puissante ou sur la plus douce, vraiment une bombe. Bien sûr, les 350 et 450 ont également reçu de nouveaux moteurs. Cela a été causé par le fait d'avoir relevé tous les moteurs de 3 degrés à la verticale afin de centraliser encore plus les masses en rotation. Les pignons avant ont été abaissés de 3 mm, également pour faire en sorte que les forces transmises par la chaîne à la roue arrière rapproche le centre, c'est-à-dire le centre du pignon, le centre de l'arbre de sortie, du centre de l'axe du bras oscillant. Donc vraiment une solution très sympa. Je pense que ce sont des changements tellement subtils que seuls les meilleurs pilotes pourront les ressentir, mais on le sent vraiment. Les 3,5, 4,5 sont vraiment de super motos. Malgré leur puissance impressionnante, elles sont très agréables à conduire. Et maintenant, la crème de la crème, c'est-à-dire les deux temps. La 125, la 250 et enfin la 300 que tout le monde attendait. Une toute nouvelle valve d'échappement électronique, une toute nouvelle injection de carburant déjà sur le mélange, injectant directement celui-ci dans le moteur. Nous avons 2 injecteurs de carburant, un avant et un après le papillon des gaz, ce qui permet une injection directe. Pourquoi cette injection n'a été introduite que maintenant et a remplacé le TPI? Nous allons en parler. Pourquoi le TPI n'a jamais été utilisé dans les modèles de motocross? Vous le lirez dans le magazine, alors ne le manquez surtout pas. Et maintenant, passons en revue un à un tous les modèles de moto. La 125 avec démarreur électrique, c'est tout simplement magnifique. Cette bécane roule comme dans un rêve, et justement, c'était ma moto préférée de ces essais. La 250 est aussi très sympa. Il n'y a pas ce fameux coup de pied du 2 temps que nous connaissons. La courbe de puissance est incroyablement régulière, donc la moto roule comme sur des rails. Quant à la 300, pour l'instant, c'est plutôt une moto pour les suicidaires, parce que moi, j'ai la force de faire à peine un demi-tour avec ça. Mais quelqu'un qui maîtrise vraiment va sûrement bien s'amuser, parce que la moto tire de tout en bas jusqu'en haut de façon incroyablement régulière. Et elle a une réserve de puissance énorme, à tel point qu'à côté, la 450 donne l'impression de rouler à vélo. Pas dans le sens où elle serait plus légère, mais simplement dans le sens où elle ne cherche pas à nous tuer. Et celle-ci, c'est comme si on s'asseyait sur une bonbonne de gaz extrêmement volatile et qu'on frappait avec force sur le bouchon pour qu'elle explose de manière spectaculaire. Donc vraiment des motos absolument exceptionnelles et remarquables. J'ai passé 2 jours incroyables ici à rouler. Je ne vais pas dire maintenant laquelle je préfère conduire, mais je vais essayer de vous préparer une comparaison entre la KTM et la Husqvarna pour que vous puissiez juger par vous-même quelle marque vous convient le mieux. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous devez absolument essayer par vous-même comment ça se conduit. Je sais que les prix ne seront pas bas, mais ça en vaut la peine. Ça vaut le coup d'investir dans une telle moto. Les nouvelles motocross font un travail incroyable. Ça m'a même donné envie de refaire du motocross. Il m'est venu à l'esprit de réfléchir à ce que je pourrais faire, ce que je pourrais vendre pour pouvoir à nouveau acheter une telle moto pour rouler sur circuit et la garder dans le garage. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore d'idée. Donc dès qu'une occasion se présentera, dès qu'un client pour un rein se manifestera, une telle machine prendra place dans le garage. Nous avions aussi des enduros pour rouler, mais en ce qui concerne les enduros de KTM, ce sont exactement les mêmes motos que l'année dernière. Elles n'ont reçu que de nouvelles couleurs. Donc le plus simple serait que vous consultiez les tests des modèles précédents chez nous. Comment ces motos sont-elles arrivées, quoi? Évidemment, la 350 est une super moto parce qu'ici, sur la piste extrême, typiquement super enduro, c'était probablement la plus agréable à piloter car elle a une bonne réserve de puissance. Et en ce qui concerne les 2 temps, c'est clair que la 300 domine. Voilà, c'est à peu près tout. Consultez le magazine Fiat Motocycli, suivez-nous sur Facebook, il y a aussi beaucoup de contenu sur YouTube. Et puis quoi?
J'espère qu'on se revoit bientôt. Salut!